Bonjour à tous. Merci d'être là. Aussi nombreux, il y a 140 personnes. Alors, bon, on sait, hein, c'est un thème plus que d'actualité, c'est pas pour rien qu'on a fait ce webinar. Pour restituer donc la nouvelle CCN métallurgie, on a un calendrier qui s'est étalé sur plusieurs années. 7 février 2022, la nouvelle convention a été signée. L'objectif, c'était de remplacer l'ensemble des accords nationaux, la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres, et 76 accords territoriaux. 30 septembre 2022, la date limite de dénonciation des conventions territoriales a été fixée à ce moment-là. 1er janvier 2023, entrée en vigueur par anticipation des dispositions relatives à la protection sociale. Et 1er janvier 2024, entrée en vigueur de la totalité de la CCN métallurgie, ce qui implique l'émission des premiers bulletins de paye avec la nouvelle classification, donc au 1er janvier. Alors pourquoi ce webinaire? On savait que ça allait vous intéresser, hein. Comme je viens de dire, vous êtes à 141 maintenant participants. Petite présentation, donc moi je suis Colomban de la Monnerelle, président d'Agrum. Je suis avocat en droit du travail, donc je connais particulièrement bien la convention collective de la métallurgie, vous allez voir pourquoi. Et on a Cécile. Oui, bonjour, excusez-moi pour ce problème technique. Cécile Buzy, responsable du pôle juridique au sein de la société Agrum. Alors pourquoi on connaît bien chez Agrum la convention collective de la méta? Parce qu'on l'a modélisée. On est les seuls en France, hein, à avoir fait ça. Donc on a modélisé 76 conventions territoriales, une convention nationale, ingénieur et cadre, et des dizaines d'accords nationaux. Alors on va pas se mentir, hein, ça a été long, ça a été pénible, et c'est assez frustrant de voir tout ça partir. Mais d'un autre côté, on est quand même bien placé pour apprécier les changements, donc faire part de cette expertise. Ça, c'est dans un sens. Et dans l'autre sens, on aimerait recueillir des questions terrain, vraiment pratiques, pour continuer à affiner notre expertise sur ce côté-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, on n'y répondra pas forcément lors de ce webinaire, parce qu'en une heure, clairement, et puis à 140 personnes, ça va pas être possible. Le but, c'est d'en faire des paquets. On fera ensuite des webinaires plus ciblés sur les problématiques les plus courantes. On fera également des posts LinkedIn et on pourra également vous répondre directement par mail. Ça ne sera pas forcément un problème. Voilà, là, le but, on ne va pas se lancer dans une énumération des nouvelles mesures de la CCN, hein, il faudrait des heures. Le but, c'est surtout de faire une présentation générale, de vous permettre de prendre un peu de hauteur sur les nouvelles normes, donc que ce soit au sein de votre entreprise, si vous êtes DRH ou chef d'entreprise, ou celle de vos clients, si vous êtes avocat ou expert comptable. Euh, alors, pourquoi ce changement de convention collective? Donc, comme on a dit, il y avait 76 conventions territoriales et une multitude d'accords nationaux. Franchement, c'était un sacré bazar, hein. On avait l'éparpillement des sources en tant que tel, mais il y avait beaucoup de problématiques de hiérarchie des normes, en particulier pour les indemnités de départ à la retraite. Enfin, c'est un point que j'ai en tête, hein, mais c'était pas le seul. Et on avait aussi beaucoup de problèmes d'interprétation de clauses très très anciennes. J'ai garantie d'emploi en tête aussi, parce que elles ont été rédigées à des moments où la loi n'était pas du tout figée ou n'existait pas sur ce type de thème. Et le droit objectif a évolué, pas forcément dans le sens des clauses des conventions collectives. Et comme il y en avait beaucoup, et avec des rédactions différentes, on n'a pas eu de la jurisprudence ou une jurisprudence générale qui a répondu à un problème sur tout le secteur de la métallurgie. Donc problème d'interprétation, problème de hiérarchie des normes auquel vient répondre cette nouvelle convention qui va harmoniser tous les systèmes. Alors on va pas se mentir, hein, ça fonctionnait quand même plutôt bien, hein. Quand on regarde, il y avait quand même peu de jurisprudence. Alors, quand on regarde le nombre d'entreprises du secteur, euh, qui est très très important, les systèmes conventionnels fonctionnaient plutôt bien. On a aussi des clauses, je me souviens de la clause forfait jour, à une époque où la Cour de cassation dégommait les conventions, les dispositions conventionnelles les unes derrière les autres. Syntec, par exemple. Meta avait été validé, c'est une première qui avait été validée et qui avait servi d'ailleurs de modèle à nombre d'avocats et de juristes. Mais voilà,
n'en demeure pas moins qu'il y a un vrai besoin de simplification et de modernisation aujourd'hui de cette convention collective. Alors, on ne va pas donner un point de PIB à la France grâce à cette nouvelle convention. Les partenaires sociaux avancent que cette convention, alors là je cite dans le texte, va donner un nouvel élan à l'industrie française en lui apportant des moyens de faire face aux enjeux actuels. On va pouvoir anticiper les défis futurs et augmenter la compétitivité. Voilà, clairement, faut pas s'enflammer. Il y a un service marketing des partenaires sociaux qui font leur travail et le service après-vente. Je souligne quand même ce point parce que vous êtes certainement confrontés, vous êtes déjà confrontés à de nombreuses réticences. L'accompagnement au changement forcément génère des blocages et des antagonismes. Alors plutôt que d'expliquer à des salariés pourquoi, j'éviterais de reprendre ce type de slogans qui sont là plutôt à destination des employeurs. Pour les salariés, il vaut mieux avoir un discours de conformité. La convention a changé, on a l'obligation de se conformer à de nouvelles règles. On y reviendra, mais c'est peut-être pas une bonne idée d'entamer une procédure d'information-consultation justement c'est vraiment ce qu'on peut appeler des slogans. Un petit point sur la hiérarchie des normes avant de démarrer sur les thèmes. Donc, à compter du 1er janvier 2024, la convention collective nationale va annuler et remplacer la CCN des ingénieurs et cadres du 13 mars 72. Elle a vocation à se substituer à l'ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielles, donc les 76 là dont je parlais, sachant que ces conventions donc, ont été dénoncées pour certaines. Il y en a 6 qui ont été dénoncées. Les autres ont fait l'objet de 71 d'accords de révision-extinction. Et il y a une possibilité qui est donnée aux partenaires sociaux de maintenir des exceptions au niveau local. Ce qui a conduit à 36 accords de maintien. Cécile vous en parlera peut-être plus précisément, mais on est sur des dispositions plus favorables qui vont sur des points extrêmement précis comme les congés, les primes, les indemnités. Là, je balaye assez rapidement cette problématique de hiérarchie des normes. Sachez qu'il y a quand même un contentieux en cours sur la substitution des dispositions territoriales. Donc, c'est pas impossible que des accords de révision interviennent dans un futur assez proche. Voilà, on peut peut-être démarrer avec les slides sur la classification. Alors, là, on vous a fait un avant-après. Donc, on a simplement fait une impression d'écran d'agrumes. Donc, vous voyez ce qu'on a codé, ce qui est encore sur la machine aujourd'hui. On a pris l'exemple de la méta de l'Ain, sachant qu'il peut y avoir des variations en fonction des territoires. Vous voyez qu'il y a des niveaux. Enfin, il y a un statut ouvrier, administrateur, etc. Ensuite, il y a des niveaux, il y a des coefficients. Et alors, on ne le voit pas, mais pour les agents de maîtrise, il y a en plus une subdivision sur les agents de maîtrise et les techniciens qui sont en atelier et ceux qui ne sont pas en atelier. Donc, très complexe. On peut pas mettre en plus grand. Alors, attends. Je sais, c'est peut-être en grand. Je sais mais c'est pas. pas. Pour moi, ça ira. Pour moi, ça ira. T'embête pas. Le point central. Pour comprendre ce qu'ont voulu faire les partenaires sociaux, leur but affiché, clairement, c'est de moderniser donc un système qui est devenu obsolète, qui a perdu son sens, j'utilise leur propre terme, qui est peu compréhensible, qui est parfois mal utilisé et qui est parfois porteur d'inéquité. Donc, selon eux, il n'y a rien qui va. Le but, c'est de recentrer, encore je cite, la classification sur l'emploi tenu et non sur le salarié. Et là, on va toucher du doigt un problème qui aujourd'hui génère un contentieux, pas encore dans les tribunaux, mais qui génère des discussions syndicales relativement importantes, c'est le coefficient. La grille telle qu'elle a été conçue a été utilisée par nombre d'acteurs de la métallurgie comme un moyen d'augmenter les salaires. En gros, voilà, pour augmenter les salaires chez un groupe 7 par exemple, on monte les coefs et automatiquement on va ajuster la valeur, le salaire de chaque salarié concerné sur ce coefficient. Résultat des courses, on va se retrouver sur un même poste avec des gens qui seront débutants et des gens qui seront peut-être cadres, pour élargir vraiment le référentiel. Aujourd'hui, les partenaires sociaux sont venus nous dire que on va arrêter ce système qui est individuel et on va plutôt le recentrer sur le poste. Et
l'UIMM, enfin les partenaires sociaux demandent aux employeurs de définir les postes qui positionneront ensuite sur la nouvelle grille de classification. Donc c'est un point qui cristallise clairement les oppositions. C'est là où vraiment je vous invite à pas relayer le discours marketing de l'UIMM qui va, pareil je cite, parce que je trouve ça quand même plutôt sympa sur le principe, mais j'imagine tout à fait ça en consultation ou devant des syndicats. Donc on est sur un projet mobilisateur pour l'ensemble des salariés pour redonner du sens à la classification des emplois, ou encore un projet fédérateur pour créer et entretenir un dialogue social de qualité. C'est pas tout à fait perçu aujourd'hui de cette façon-là par les partenaires sociaux. Il faut comprendre quand même que on donne un coup de pied dans une fourmilière. Aujourd'hui, les salariés sont positionnés d'une certaine manière, et demain, pour certains, on va leur dire finalement, tu étais au-dessus d'un tel, tu seras au même niveau, voire même tu vas redescendre. Il y a certains postes où il y avait des gens qui étaient cadres qui seront plus cadres. Il peut y avoir un vrai problème humain, donc qui nécessite alors du dialogue, certes, mais beaucoup de psychologie. Alors les partenaires sociaux ne nous laissent pas sans rien, ils nous ont donné une méthodologie. Ce que nous disent les partenaires sociaux. Donc la méthodologie donnée, c'est en plusieurs étapes. On cartographie les emplois, je me mets les slides moi sous les yeux. On cartographie les emplois à l'aide de fiches descriptives. L'objectif, c'est de déterminer, d'inviter l'employeur à cataloguer ses emplois dans l'entreprise, de déterminer quelle est la finalité, quelles sont les relations de travail, quelles sont les tâches de ce poste-là, quelles sont les responsabilités, quelles connaissances professionnelles doit-on avoir, etc., etc. À partir de cette cartographie, la convention collective nous fournit un référentiel paritaire, donc qui est composé, c'est dommage qu'on ne le voit pas quand même, de 6 critères classants et de 10 degrés d'exigence. En fonction de la description. Donc là, ça c'est ce que je viens de dire, c'est la cartographie des emplois avec la fiche qui est fournie dans la convention collective et par l'UIMM. Donc ça, c'est des outils qu'on pourra vous transmettre aussi. Si on passe donc au point 2, donc une fois qu'on a cartographié, Cécile. Voilà. Alors j'espère que vous voyez mieux que moi. Donc l'idée, c'est que sur, par exemple, le premier thème, qui est la complexité de l'activité, on a différentes descriptions, vous allez déterminer à quel degré on se trouve, et ça va donner le nombre de points. Donc si vous êtes à 4, par exemple, vous comptez 4 points. Vous faites la même chose sur les connaissances, l'autonomie, etc. Et on va arriver sur un nombre de points qui va vous permettre de positionner les emplois sur une grille de cotation, qu'on peut avoir en point 3. C'est le slide suivant. Voilà. Sachant que l'UIMM, je dis l'UIMM, les partenaires sociaux nous donnent quand même un référentiel. Les groupes d'emploi que vous voyez à droite, I, H, G, F, sont les cas. Pour le reste, on n'a pas de grille de classification, de transposition, donc c'est aux partenaires sociaux ou à l'employeur de se débrouiller. Bon, je vais enchaîner, c'est pas grave. Il y a deux façons de faire. Donc, il y a la façon d'anticiper, de toute façon, anticiper les changements, mais vous allez regarder au niveau individuel les impacts que cette nouvelle classification va pouvoir engendrer, et essayer de déterminer votre nouvelle classification à partir des personnes que vous allez positionner demain. Évidemment, cette technique, elle va pouvoir être effectuée uniquement dans les petites entreprises. À partir d'une quarantaine, cinquantaine de salariés, c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir déterminer le résultat par rapport aux personnes qui occupent les postes. Donc, on va devoir plutôt adopter la position inverse, qui est celle qui est préconisée par les partenaires sociaux, qui est de penser d'abord au poste, par cette description, par cette cotation, et ensuite de l'appliquer. Mais ça va forcément avoir des impacts sur la position, les salariés. Donc des impacts sur les contrats en cours, donc que ce soit au niveau de la période d'essai, du préavis ou de l'indemnité de licenciement. Alors les impacts sont très minorés à ce niveau-là, vous allez voir pourquoi, sachant que vous allez quand même vous poser la question de savoir si vous embauchez quelqu'un le 25 décembre, s'il faut appliquer les anciennes dispositions pour la période d'essai ou les nouvelles. Mais
Voilà, à penser, mais c'est pas ça qui va déterminer vos considérations de classification. Par contre, vous allez avoir des impacts en matière de durée du travail et notamment en termes de forfait annuel. Si vous avez des cadres aujourd'hui qui sont sous forfait annuel et qui risquent de se retrouver non cadres demain, du fait de la nouvelle classification, vous allez devoir adapter vos outils. Alors, soit faire un avenant avec le salarié pour qu'il soit plus fort en forfait annuel, soit modifier votre accord d'entreprise pour que ces nouveaux postes puissent faire partie intégrante des personnes éligibles au forfait annuel. Et ce que je suis en train de vous dire, en fait, c'est valable pour tout. Parce que dans votre entreprise, vous avez peut-être un règlement, des usages ou des notes de service qui vont allouer des places pour les cadres, de parking pour les cadres, par exemple, des tickets restaurants, mais uniquement pour une partie de la population de l'entreprise. Donc, il va falloir retravailler en fait toutes les normes internes qui contiennent des catégorisations professionnelles pour les adapter à cette nouvelle classification. Faites attention, ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Si c'est des usages, si on parle d'usage ou d'engagement unilatéraux, il va y avoir une période d'information, consultation préalable, un délai de préavis et une information individuelle. Si on parle d'avenant au contrat de travail, il faudra recueillir l'accord de tous les salariés concernés. Si on parle d'accord d'entreprise, là c'est plus compliqué, il faut dénoncer ou directement rédiger un accord de révision, sachant qu'il y a un délai de préavis de 3 mois. Je simplifie un peu les choses, hein, mais voilà, c'est un peu l'ordre d'idée, le timing que vous avez au plus court. Pour la protection sociale, alors je ne vais pas l'aborder là parce que ça serait un peu long, mais c'est plutôt bien défini dans les dispositions, les nouvelles dispositions conventionnelles. Sachant que ça a été mis en place déjà il y a un certain temps, hein, puisque c'était au 1er janvier 2023. Et est-ce que je peux avoir le slide suivant? Sur la mise en place proprement dite, donc de la nouvelle classification, il faut informer les salariés et le CSE du nouveau dispositif qui est envisagé. Si vous n'avez pas de CSE, vous informez directement les salariés, par tout moyen. Donc vous avez fait ensuite vos fiches descriptives des emplois, vous les avez classées selon la grille fournie par la convention collective. Et vous allez appliquer donc cette nouvelle classification qui va se traduire en premier lieu sur le bulletin de salaire qui est je rappelle, le 1er janvier 2024, en appliquant les salaires minimums conventionnels, les nouveaux salaires minimums conventionnels. Sachant que si quelqu'un gagne moins du fait de sa nouvelle position, il a le droit au maintien de son salaire. Vous allez transmettre la fiche de description d'emploi au salarié. Alors, il est indiqué pour consultation, en fait, il a 1 mois pour répondre et éventuellement transmettre ses observations ou sa contestation. Sachant que la CGT, qui est le seul syndicat qui n'a pas signé la nouvelle convention collective, a transmis des formulaires aux salariés pré-remplis, des modèles de formulaires, on va plutôt dire comme ça, pour faciliter donc justement ces types de contestations. Tous les 2 ans, donc, vous allez tenir vos entretiens professionnels. Il faudra rappeler donc, cette fiche de descriptive des emplois pour en rediscuter avec les salariés et éventuellement faire des adaptations et éventuellement des repositionnements sur la grille d'emploi. Alors, je suis désolé, je vois les questions qui défilent, mais je les reprendrai quand Cécile prendra la main. Voilà pour le déploiement. Si je peux avoir le slide suivant. Donc ici, vous allez avoir 2 cas en fait. Le cas du salarié qui va être déjà présent au moment de la mise en place de la nouvelle convention collective. Donc comme je vous l'ai dit, vous allez lui fournir donc, la nouvelle classification et puis son positionnement sur cette nouvelle classification. Lui, il va avoir un délai d'1 mois pour utiliser le super formulaire CGT. Et dans le mois suivant, si vous avez reçu ce formulaire-là, dans le mois suivant, vous devez indiquer par tout moyen au salarié le degré retenu pour chaque critère. Donc, vous allez très probablement confirmer votre position initiale parce que sinon, ça devrait être très compliqué à modifier. Alors, on aurait pu penser que ça s'appliquait uniquement pour les salariés déjà présents, mais non, ça s'applique également pour les salariés qui vont être nouvellement embauchés avant la fin de la période d'essai ou à défaut dans un délai d'1 mois suivant l'embauche. Il faut fournir la fiche de poste et le salarié concerné peut également
demander des explications auxquelles l'employeur doit répondre dans un délai d'1 mois. Alors, les partenaires sociaux sont pas fous, ils ont quand même ils ont prévu des dispositions transitoires pour essayer d'atténuer les changements sur les populations déjà en place. 2 points essentiels à retenir. Le premier, c'est pour les cadres. Tous les droits qui sont attachés à leur position de cadre aujourd'hui sont maintenus. Donc demain, si vous licenciez un cadre ou qu'il démissionne, les durées de préavis applicables aujourd'hui, les durées de préavis applicables aux cadres seront applicables à ces salariés, même s'ils sont repositionnés en non-cadre demain. C'est valable pour l'indemnité de licenciement, c'est valable pour l'incidence de la maladie sur le droit à congé, pour l'indemnisation complémentaire des absences pour maladie ou accident, et pour les conditions d'exercice des missions des salariés qui occupent des emplois qui relèvent d'un certain degré de responsabilité. Deuxième point, slide suivant, c'est le maintien du salaire. Simple, hein, vous gagnez 3 000 à la fin de l'année 2023, le 1er janvier 2024, vous avez toujours le droit de gagner 3 000. Même si le nouveau positionnement vous met sur un salaire minimum inférieur. Par contre, si vous êtes sur un salaire minimum supérieur, bien sûr, l'employeur devra adapter le salaire. Voilà, donc on a compris la classification, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est de là où va découler l'ensemble des obligations postérieures, c'est les implications sur la durée du travail, sur le déroulement du contrat, sur la fin du contrat, sachant que, évidemment, les partenaires sociaux ont redéfini les ensembles de règles applicables pour ces sujets que Cécile va aborder maintenant. Alors, compte tenu du temps que nous avons décidé de choisir certains thèmes qui ont été modifiés et adaptés par la convention collective unique. Alors là, en fait, Colomban, c'était je reprends. Alors ça, c'était les garanties en fait accordées aux cadres qui perdent leur statut de cadre dans le cadre de la nouvelle classification. Donc on voit notamment les garanties conservées en matière de période d'essai, les préavis, les indemnités de rupture et voilà. Donc c'est tout ce que vous a décrit Colomban dans son exposé, et notamment les cadres qui perdent le bénéfice du statut cadre vont bénéficier des nouvelles dispositions de la convention collective, notamment en matière de délégation de pouvoir, d'accès à l'information, de déplacement professionnel. Ils auront le droit de se déplacer en première classe, et aussi en matière de droit à la connexion, à la déconnexion et à la connexion en fait aussi au travail. Donc donc compte tenu du temps dont nous disposons, on a décidé de revenir sur les dispositions en matière de rémunération qui nous paraissent essentielles, en matière de durée du travail et aussi en matière de congés, parce qu'on le verra, les partenaires sociaux ont fait évoluer les dispositions de la convention collective, mais la Cour de cassation est aussi intervenue entre-temps. Donc, on reviendra là-dessus. Donc, tout d'abord, sur la grille de salaire. Donc, aujourd'hui, on a une grille de salaire unique pour tout le territoire national. Cette grille de salaire, elle est basée sur une base de 35 heures. Donc, il faudra bien évidemment l'adapter au temps de travail des salariés pour déterminer le salaire minimum applicable.
Et aussi, ce qui est important de connaître ici, c'est qu'on a un salaire minimum hiérarchique prévu pour les salariés en convention de forfait heure, sachant qu'on a un minimum hiérarchique prévu pour les pour les salariés qui sont en convention de forfait heure jusqu'à 38h30. Dans ces cas-là, les salaires minimums hiérarchiques sont majorés de 15%. Pour les salariés qui ont une convention de forfait heure entre 38h30 et 42 heures en moyenne, la majoration sera de 30% des salaires minima hiérarchiques qu'on trouvera dans la grille, qu'on verra sur la slide suivante. Et pour les conventions de forfait jour, la majoration est aussi de 30%. Il y avait un débat jurisprudentiel. Est-ce que les conventions de forfait jour, est-ce que le salaire constitue une modalité de conclusion de forfait jour, ou est-ce que ça constitue un salaire minimum hiérarchique auquel on ne peut déroger par accord d'entreprise? Ici, clairement, compte tenu de la rédaction de la convention de la métallurgie, dès lors qu'un salarié sera soumis à une convention de forfait jour, on ne pourra pas déroger par accord d'entreprise au salaire qui soit accordé à ces salariés. On devra respecter le salaire minimum hiérarchique de la convention collective, puisque la convention collective a la primauté en matière de salaire minimum hiérarchique sur les accords d'entreprise. Ensuite, il y a une particularité aussi dans la branche. Pour les jeunes cadres, il a été prévu qu'on n'applique pas immédiatement le salaire minimum hiérarchique de base. Donc vous voyez, et donc il y a une évolution. Pour un salarié qui aura moins de 2 ans d'ancienneté, vous voyez qu'il est prévu un salaire de 26 500, et ensuite on a une majoration de 4% au bout de 2 ans, puis 8% après 4 ans, et ensuite on applique après 6 ans d'ancienneté de présence dans l'entreprise le barème applicable à tout cadre appartenant au groupe d'emploi F dans la classe d'emploi 11. Enfin, en fait, c'est plus exactement, puisqu'aujourd'hui, on n'applique plus une grille de salaire, on applique une grille de salaire à l'emploi. Donc, c'est plus exactement un salarié qui occupe un emploi de la classe 11 et du groupe d'emploi F se verra attribuer une rémunération de 32 500 quand il est débutant au bout de 6 ans de présence dans l'entreprise. Donc, pour l'assiette des salaires minima hiérarchiques, la convention collective vient préciser qu'il s'agit de l'ensemble des éléments bruts des rémunérations. Donc, on comprend les avantages en nature et tous les avantages donc versés à l'occasion du travail. Par contre, il y a des exceptions qui sont prévues, par exemple les majorations pour travaux pénibles, les majorations pour travaux dangereux. Enfin, vous retrouverez toute cette énumération, ne sont pas prévues dans l'assiette du salaire minimum hiérarchique. Donc, il faut bien se référer à la convention collective pour vérifier si le salaire minimum est respecté. Et l'appréciation de ce salaire minimum se fait à la fin de l'année civile. Compte tenu de l'impact que peut avoir l'adoption de la nouvelle classification, qui, vous le comprendrez, peut avoir un impact sur le montant des salaires attribués aux salariés et éventuellement une augmentation de rémunération, puisque de toute façon, les salariés qui bénéficiaient d'une rémunération plus haute que les salaires minimums, on leur maintient leur rémunération, mais on peut aussi avoir des salariés dont la rémunération est inférieure au salaire minimum
hiérarchique et qui auraient le droit à une augmentation importante. Donc ça peut avoir un impact financier important sur les petites entreprises. C'est pourquoi on a une période transitoire pendant laquelle on va prendre en compte l'impact financier de l'augmentation des salaires minima hiérarchiques sur la masse salariale globale de ces entreprises. Donc, il y a l'application en fait d'une formule qu'on verra sur le slide suivant, mais dans ces entreprises-là, si l'application du barème unique entraînerait au 1er janvier 2024 une hausse de la masse salariale supérieure à 5% et que ça concernerait au minimum 25% de cet effectif, dans ces cas-là, ils n'ont pas à appliquer stricto sensu les salaires minima hiérarchiques au 1er janvier. En fait, il y a un report de cette application qui est fait sur 5 ans et ils devront l'appliquer au 1er janvier 2030. Étant précisé que dans l'augmentation des salaires chaque année, il sera quand même pris en compte de la revalorisation des salaires minima hiérarchiques. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une première phase au cours de laquelle ces entreprises de moins de 150 salariés vont vérifier leur masse salariale au 31 décembre 2023 et quelle serait leur masse salariale au 1er janvier 2024. Et on va appliquer un taux et s'il y a s'il existe une augmentation de la masse salariale donc de 5% et qui concerne au moins 25% de l'effectif, dans ces cas-là, on va pouvoir ne pas appliquer les salaires minima hiérarchiques, mais il va falloir quand même augmenter les salaires des salariés pour commencer en fait à appliquer le salaire minimum, mais avec un pourcentage d'augmentation qui correspondra en fait à un pourcentage qui sera déterminé par rapport au pourcentage de l'augmentation de la masse salariale. Donc, pour calculer ce pourcentage, vous voyez qu'on prend la masse salariale prévisionnelle de 2024. Donc, elle est appréciée, cette masse salariale, au 31 décembre 2024 ou au plus tard au 31 décembre 2023, la masse salariale 2023, et au plus tard, elle devra être déterminée au 31 mars 2024. Et il est de même pour la masse salariale prévisionnelle. Donc, on détermine ces deux chiffres, on soustrait donc la masse salariale 2023 à la masse salariale 2024 pour déterminer en fait le taux d'augmentation de la masse salariale prévisionnelle 2024 par rapport à la masse salariale 2023, ce qui va donner un pourcentage d'augmentation, ce qui nous permettra de nous exonérer ou non de l'application directe du barème commun des salaires minima hiérarchiques. Donc, c'est important de vérifier si les entreprises sont éligibles à cette dérogation, parce que quand même, cette nouvelle classification et ce nouveau barème peut avoir des conséquences importantes pour les petites entreprises. Par contre, pour les entreprises de plus de 150 salariés, l'application se fait dès le mois de janvier. On a aussi en matière de rémunération une nouveauté concernant la prime d'ancienneté. Il y a une nouvelle formule de calcul qui est instaurée. Donc, il n'y a pas de changement. La population concernée, c'est toujours la même. Il s'agissait des ouvriers et TAM. Donc, c'est un abus de langage, mais en fait, en tout cas, c'est les non-cadres qui sont concernés par cette prime d'ancienneté. Donc, c'est les groupes de A à E.
Et ensuite, pendant la période transitoire, ces salariés qui appartiennent au groupe d'emploi A à E, s'ils ont une prime d'ancienneté, donc s'ils ont le droit à une prime d'ancienneté dont le montant est supérieur à la prime d'ancienneté selon la nouvelle formule de calcul, on leur maintient l'ancienne prime d'ancienneté. En fait, comment ça se passe? On fait figurer la prime 2023 plus une ligne avec le complément qui permet, enfin la prime pardon 2024, le complément qui permet de compléter la différence entre la prime 2024 selon la nouvelle formule de calcul pour atteindre le montant de la prime 2023. Et ceci jusqu'à ce que la prime selon la nouvelle formule de calcul rejoignent la prime de décembre 2023. Donc là, on vous a donné un exemple. C'est très simple. Si au 31 décembre 2023, ils ont droit à une prime d'ancienneté de 100 et que selon la formule de calcul de la nouvelle convention, ils ont le droit à une prime de 80, on fera figurer sur le bulletin de paie une ligne à 80 et un complément de 20. Voilà. La formule de calcul, donc pour cette prime d'ancienneté, vous voyez, on prend la valeur unique du point territorial en euros, on multiplie par un taux qui sera défini selon la classe d'emploi, donc la classification intervient encore dans le calcul de cette prime d'ancienneté et on multiplie par le nombre d'années d'ancienneté et donc on aura un montant de la prime d'ancienneté sur une base 35 heures. Là encore, la durée du travail qui sera applicable pour chaque salarié va être prise en compte pour adapter le montant de cette indemnité. Et il y a une majoration de 30% pour les forfaits jours, comme pour les salaires minima. Voilà pour la partie rémunération. Maintenant, on va passer aux principales modifications pour l'organisation du temps de travail. Colomban, est-ce que tu pourrais couper ton micro, s'il te plaît? C'est moi qui fais ça. Oui, je pense. Voilà, merci. Donc, pour l'organisation du travail, donc là, on a mon slide commence par les heures supplémentaires, mais je voulais revenir sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul système d'organisation du travail. C'est une organisation du travail pluri-hebdomadaire qui peut aller jusqu'à l'organisation du temps de travail sur une année complète. Et cette organisation va remplacer les cycles, la modulation. Donc, il n'y a plus qu'un seul système d'organisation du temps de travail. Donc là, éventuellement, il faudra, au niveau des entreprises, conclure des accords d'entreprise pour pouvoir adapter l'organisation du temps de travail à l'entreprise avec les nouvelles modalités qui sont précisées dans la convention collective unique. Sachant qu'il est prévu que soit l'attribution de jours de repos pour arriver à la moyenne, au volume hebdomadaire moyen souhaité, soit une compensation entre les semaines de basse activité et de haute activité. Donc ça, c'est sur l'organisation du temps de travail selon la convention unique. Ensuite, sur les heures supplémentaires, les nouvelles dispositions prévoient un taux de majoration de 25% pour les 8 premières et 50% pour les suivantes, et une possibilité de compenser les 4 premières par un repos compensateur de remplacement. On voit que dans les entreprises avec un délégué syndical, on a l'obligation de passer par un accord collectif pour adopter le repos compensateur de remplacement, alors que dans les entreprises sans délégué syndical, on peut adopter cette modalité de remplacement par une simple décision unilatérale de l'employeur, à condition que le CNCE ne s'y oppose pas. Donc, ce qui est important.
La nouveauté, c'est que la convention collective unique prévoit un contingent complémentaire au contingent de 220 heures. Donc, il y a toujours le contingent de 220 heures qui correspond en fait au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être accomplies sans repos obligatoire en sus des majorations. Donc c'est toujours le 220 heures par an ou 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une période au moins égale à 12 mois consécutifs, donc en cas d'organisation du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, c'est ce dont je vous parlais en amont. Et les partenaires sociaux ont voulu ajouter à ce contingent deux contingents complémentaires. Donc un premier contingent complémentaire de 80 heures. Donc souvent on entend qu'il est mobilisable par l'employeur, ce qui signifie qu'on peut imposer en fait l'accomplissement de ces heures supplémentaires dans ce contingent complémentaire. Mais attention, ce contingent, il est mobilisable qu'une année sur deux si l'activité le justifie. Et les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ce contingent feront l'objet d'une majoration complémentaire de 25%. Ensuite, on a un contingent complémentaire qui peut s'ajouter à ce contingent de 80 heures, qui est mobilisable, dit-on, par le salarié. C'est pas tout à fait ça. Il est mobilisable avec l'accord du salarié. Donc en fait, c'est une base de volontariat. Il faudra signer un avenant quand on voudra avoir recours à ce contingent complémentaire. Et ce contingent est immobilisable chaque année. Donc, en fait, au total, certaines années, on pourrait avoir éventuellement 450 heures supplémentaires dans le cadre de ces contingents complémentaires. Donc, les dispositions de la convention collective viennent préciser quels sont les repos compensateurs obligatoires qui doivent être attribués aux salariés qui accomplissent des heures supplémentaires en dehors du contingent. Bon, je vous laisserai regarder la convention collective sur ce point, mais sachez que tout est prévu dans la convention collective. Donc, ces slides en fait vous rappellent ce que je vous rappelais en premier lieu sur la durée du travail, avec le dispositif unique de décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Donc il y avait plusieurs dispositifs, maintenant on en a un. Quand les entreprises sont pourvues d'un délégué syndical, il faudra engager des négociations avec le délégué syndical, sauf un cas, si une négociation a déjà eu lieu au cours des négociations annuelles obligatoires et qu'il n'y a pas eu d'accord sur le temps de travail. Dans ces cas-là, on n'a pas l'obligation de réengager des négociations. On peut alors mettre en place l'organisation du temps de travail avec un décompte pluri-hebdomadaire par décision unilatérale de l'employeur avec consultation préalable du CSE. Oui, alors j'ai rappelé ici dans cette slide que le seuil de déclenchement des heures sup reste 1607 heures sur l'année et si la période de référence est inférieure à l'année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste 35 heures en moyenne. Donc,
Sur cette slide, on a rappelé, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu un catalogue, les conditions de modification du volume horaire des salariés dans ces systèmes d'organisation pluri-hebdomadaire. Ensuite, on a un chapitre très très intéressant que les partenaires sociaux ont appelé prise en compte de l'autonomie des salariés dans l'organisation de leur temps de travail pour les conventions de forfait en heures sur l'année et aussi les conventions de forfait en jours. Donc, on insiste sur l'autonomie. Pourquoi? Parce que en fait, la convention collective ouvre la possibilité de conclure des conventions de forfait en heures avec les salariés cadres, donc des groupes F, G, H et I, mais aussi avec les salariés non cadres. Et dans ces cas-là, les salariés non cadres, ils doivent disposer d'une réelle autonomie, d'ailleurs comme les cadres F, G, H et I, selon la jurisprudence, mais là, l'autonomie et la convention collective définit des critères d'autonomie permettant de conclure des conventions de forfait avec ces salariés non cadres. Ensuite, bon, je rentre pas dans le détail des conventions de forfait heure, ça fera l'objet d'un prochain webinaire. Ensuite, la convention collective nous indique aussi qu'il est possible de signer des conventions de forfait jour avec des cadres, mais aussi avec des non-cadres. Donc là aussi, comme l'annonçait Colomban, la nouvelle classification va avoir des répercussions nécessairement puisque la classification de nos salariés va changer et on a des cadres qui vont perdre leur statut de cadre, qui vont intégrer une classification dite de non-cadre selon la nouvelle classification. Donc, on a des accords d'entreprise qui vont avoir limité le recours aux conventions de forfait jour au cadre. Donc, il va falloir à nouveau adapter les accords d'entreprise ou éventuellement l'adapter pour avoir recours directement aux dispositions de la convention collective unique. La convention collective précise quelque chose d'important, c'est que si vous concluez une convention de forfait jour avec un salarié non cadre, il faut préciser aux salariés non cadres en quoi il est autonome, en remplissant les différents critères posés par la convention collective. Et ce qui est intéressant aussi là, c'est que c'est conforme à la jurisprudence, mais cette précision est intéressante. La convention collective précise que l'employeur ne doit pas imposer d'heures d'arrivée et d'heures de départ aux salariés. Sinon, on a un risque que la convention de forfait jour, si on ne respecte pas cela, soit jugée nulle. Bon, il n'y a pas de grande nouveauté. Le nombre maximal, c'est 218 jours par an, avec la possibilité de renoncer à des jours de repos, de jours de congé, etc. Ce qui peut nous amener à augmenter jusqu'à 235 jours le forfait jour. L'élément important, c'est qu'ici, les salariés qui seront en forfait jour devront avoir un salaire minimum hiérarchique correspondant à leur classe d'emploi majoré de 30%. Et comme je vous le disais déjà avant, il ne sera pas possible de déroger par accord d'entreprise à cette disposition. Donc, voilà. Oui, juste, il y a quand même un rappel, c'est que compte tenu du fait que les entreprises qui ont un effectif de moins de 150 salariés peuvent éventuellement bénéficier d'une période transitoire pendant laquelle ils n'auront pas à appliquer les salaires minima hiérarchiques ou plutôt
ils auront une progression progressive vers le barème unique. Bien entendu, on appliquera les 30% sur le salaire de référence qui sera appliqué en fonction de la formule qu'ils utiliseront pour l'augmentation de leurs salariés. Donc la convention collective a aussi précisé les conditions de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jour. Donc on en connaît l'importance pour que le forfait jour soit valable. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que la convention collective est venue préciser différents éléments sur l'incidence des heures de délégation pour les forfaits jours, et aussi l'incidence du report des congés payés ou des congés d'une année sur l'autre, avec un système de vase communicant. Donc on le verra dans la partie congés payés, si j'ai le temps de le faire. Qui en fait entraîne une augmentation du nombre de jours à travailler du forfait jour l'année où on prend pas les congés et on les reporte sur l'année suivante, et une diminution du nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait le jour où le salarié prend effectivement ses jours de congés reportés. Bon, donc pour les heures de délégation, les employeurs pourront appliquer le système prévu par la convention collective après consultation du CSE. Et ensuite, il y a aussi des dispositions spécifiques en matière d'indemnité de licenciement pour les forfaits en jour. Donc, en fait, il faut bien être attentif aux dispositions de la convention collective dès lors que le salarié est soumis à une convention de forfait jour ou de forfait heure d'ailleurs. Sur le temps partiel, alors je passe rapidement, mais juste sur une nouveauté qui me paraît essentielle, c'est que la convention collective a prévu la possibilité de faire jusqu'à 8 avenants par an de compléments d'heures. La convention collective avait prévu au départ que ces avenants permettraient d'augmenter la durée du travail des salariés à temps partiel jusqu'à la durée légale, voire de dépasser la durée légale. Donc, ceci n'était pas conforme à la décision de la Cour de cassation de septembre 2022 qui prévoit qu'un employeur ne peut pas augmenter la durée du travail par avenant d'un salarié jusqu'à la durée légale. Donc l'arrêté d'extension a exclu ces dispositions de l'arrêté d'extension. Donc, il n'est pas possible, dans le cadre des avenants d'augmentation de complément d'heures au temps partiel, d'augmenter la durée du travail à hauteur de la durée légale. Ouais, on peut dire enfin, c'est un peu bizarre comme disposition conventionnelle, hein. Le principe quand même est clairement établi en droit français. Et juste une précision, c'est pas parce que votre client ou votre entreprise est adhérente à une organisation syndicale de la branche qu'elle peut se reposer sur ces dispositions donc non étendues pour dépasser la durée légale, hein. Si vous faites ça, vous êtes automatiquement dans une situation où le contrat peut être qualifié à temps plein. Exactement. Il reste 3 minutes. Oui, bon, Est-ce que tu as le temps de balayer tout ce qui reste en 3 Non, minutes? j'ai pas le temps. Donc, il y a des dispositions sur le travail de nuit. Je vous attire juste l'attention. Et sur les périodes d'acquisition des congés payés, c'est intéressant parce que les partenaires sociaux avaient prévu des dispositions qui ont devancé en fait les décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 qui prévoit qu'en fait, qu'en cas de maladie même non professionnelle, on acquiert des congés payés.
Donc là, il convient de faire attention parce que la convention collective donc prévoit cette possibilité, mais avec des plafonds. Au jour d'aujourd'hui, les plafonds prévus par la convention collective ne sont pas forcément conformes à cette jurisprudence qui va nécessairement évoluer et le gouvernement va nécessairement intervenir sur ce point compte tenu des impacts financiers pour les entreprises. Mais sachez qu'il va falloir être prudent sur cette question. Voilà, en respectant les dispositions conventionnelles et à la fois en surveillant ce qui va se passer sur cette question.